Merci de venir nous voir régulièrement, Frédéric Souillot. Merci de m'inviter. Bienvenue, secrétaire général de Force ouvrière. Sauf que depuis votre dernière venue, bien des choses ont changé, hein, évidemment, sur le plan politique, dont le visage de l'exécutif. D'abord, justement, l'exécutif qui est en train d'essayer de boucler son budget et de le faire voter, le discuter au Parlement. D'abord, la fonction publique, c'était le thème de ce week-end. Est-ce qu'il faut s'en prendre aux fonctionnaires? Donc là, l'envie du gouvernement, c'est d'allonger le délai de carence et de le passer de 1 à 3 jours et l'indemnisation de la faire passer de 100% à 90% du remboursement, donc pour s'aligner avec le privé. Aligner les fonctionnaires avec le secteur privé, c'est une bonne idée? De la part du ministre de la fonction publique, ces atermoiements sont scandaleux. Il aurait mieux fait de parler de conditions de travail. Aujourd'hui, un fonctionnaire qui s'arrête, il a bien un arrêt de travail. On arrête de faire croire à tout le monde qu'on s'arrête comme cela parce qu'on est fonctionnaire. Et sur la fonction publique, à chaque crise, c'est une richesse. Nicolas Sarkozy, la crise des subprimes, avait commencé à dire qu'on s'en sortait mieux que nos voisins parce qu'on avait une protection sociale collective, des services publics étaient plus près. François Hollande, après les attentats, avait dit la même chose. Emmanuel Macron, après la pandémie, nous parlait de la richesse de notre fonction publique et de notre protection sociale collective. Eh bien, de richesse, ça passe à un coût. À chaque fois qu'on parle de dette, on remet le projecteur sur la fonction publique. Les services publics, on en a tous besoin et on en veut tous au plus près de nous. C'est ce qui fait la cohésion sociale de la République. Mais est-ce qu'ils doivent toujours avoir des avantages? C'est ça la question. De quels avantages parle-t-on? Le 1 jour de carence au lieu de 3 et 100% de remboursement. C'est ça en tout cas qui est ciblé pour faire des économies budgétaires. Regardez, quand on dit public-privé, bon, déjà, est-ce que chez vous, en tant que journaliste, quand vous êtes malade, combien avez-vous de jours de carence? 3. Est-ce qu'on vous retire 3 jours? Non, parce qu'il y a subrogation des entreprises et la prévoyance santé, c'est pris en charge. Donc c'est un faux débat. On nous dit qu'il y a certains qui ont plus d'avantages que d'autres. Encore une fois, on remet le projecteur sur la fonction publique et les services publics, qui est une richesse quand on a la crise. Vous vous rappelez les applaudissements pendant la pandémie? Et aujourd'hui, on va dire que dans la fonction publique, on s'arrête pour un oui, pour un non. Si ce que démontre la Cour des comptes, si je le compare au privé, dans la fonction publique, il y a aussi des médecins du travail. Eh bien, pour le coup, comme ils n'en ont pas assez, il n'y a pas de visite médicale comme nous en avons dans le privé avec des médecins du travail. On a fait baisser le taux d'absentéisme dans le privé une fois qu'on a eu trouvé un accord national interprofessionnel sur la médecine du travail. Alors, on n'en a pas assez parce que là, on parle de prévention. Et souvent, dans la fonction publique, on dit les cordonniers les plus mal chaussés. Plus de médecins plutôt que... Plus de médecins du travail. Et qu'on parle de leurs conditions de travail. Ils ne s'arrêtent pas pour le plaisir de s'arrêter. Donc c'est les mauvais coupables, selon vous, les fonctionnaires. Ce ne sont pas les coupables. Aujourd'hui, encore une fois, on essaye de présenter la facture du quoi qu'il en coûte en disant... c'est aux travailleurs de la payer, qu'ils soient du public ou du privé. Bon, quelques semaines après l'arrivée de Michel Barnier, de l'installation de son gouvernement, comment vous décrirez cette méthode? Alors évidemment sans majorité à l'Assemblée, mais est-ce qu'il y a un espoir de renouveau quand même dans la négociation collective? Ah bien, il a mis sur la table plein de sujets et il a dit qu'il redonnait la place qui était la sienne à la négociation collective. Donc, bien évidemment, à Force ouvrière, on l'a pris. Ça nous va bien. Cette conception c'est l'article 1 du Code du travail. Redonner la place qui est la sienne à la négociation collective. Le sociétal, la politique et le reste pour le Parlement, mais laissons faire les interlocuteurs sociaux, notamment sur assurance chômage. Là, vous êtes en train de négocier depuis la semaine dernière, c'est ouverte la négociation sur le pacte de vie au travail, donc à la fois assurance chômage et emploi des seniors. Ça marche bien? Écoutez, la deuxième réunion de négociation a lieu demain. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'on négocie à deux. Organisation syndicale d'employeurs, organisation syndicale de salariés. Il y a un front uni sur des organisations on a des revendications communes,
notamment sur l'emploi des seniors. Avant qu'on nous parle de réforme des retraites, et je le disais et nous le disions déjà, on a le plus bas taux d'emploi des seniors de toute l'OCDE. On se compare souvent aux autres, surtout quand on est mieux. Mais quand on est moins bon, on le dit moins. Eh bien, l'emploi des seniors, c'est une vraie réalité, c'est une vraie priorité. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Pas parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils ont perdu leur emploi à 55. Et là, c'est quoi la piste? 55. Parce que l'emploi des seniors… Retraite progressive. Et en faire un droit opposable, c'est possible à partir de 60 ans? C'est le début de la négociation. Donc, retraite progressive, aujourd'hui, on a pu… Retraite progressive, donc l'employé a le droit de se mettre en retraite progressive et l'impose finalement à son employeur. Et il est… Après, on discute des modalités, 80, 60, 50%. Mais on est au tout début de la négociation. Retraite progressive, on l'avait déjà dans l'accord l'année dernière. Sauf que l'exécutif… Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'exécutif de l'époque a dit, puisqu'on négociait à deux autour de la table, mais l'exécutif revenait de temps en temps pour dire s'il y a retraite progressive, pour nous c'est non. Ce n'est pas le match retour de la bagarre sur la réforme des retraites. Eh bien, retraite progressive, c'est un vrai besoin. 50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui ne sont plus en emploi. Eh bien, gardons-les dans les entreprises ou les administrations, qu'ils continuent à payer des cotisations les uns et les autres. Déjà, on ne reparlera plus d'équilibre de financement de la retraite. Et pour le coup, on parlera de cohésion sociale de la République. Quand vous avez fait toute votre carrière, ou que vous voyez vos parents avoir fait toute leur carrière, et terminer aux minima sociaux ou au RSA parce qu'ils ne peuvent pas liquider leur retraite, ce n'est pas normal. Il faut qu'on trouve des solutions. Donc on pourrait la prendre à partir de 60 ans et travailler à retraite progressive jusqu'à quel âge? Aujourd'hui, nous, on conteste toujours le recul de l'âge de départ et l'allongement de la durée de cotisation. Donc, c'est ce que nous avons écrit le 7 octobre. Il ne manquait aucune organisation syndicale. 64 ans, c'est toujours non. Et nous l'avons… Mais sur 2 ans, est-ce que c'est assez finalement 2 ans de retraite progressive? Est-ce qu'il ne faut pas penser à pourquoi pas jusqu'à 64 ans si c'est progressif? Mais pourquoi pas 64 ans, je viens de vous le dire, c'est toujours non. Reculer l'âge de départ alors qu'à 62 ans, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi, ce n'est pas la solution. Si on autorise, si on généralise la retraite progressive, ils le seront encore et peut-être qu'ils auront envie de continuer un pied dans l'entreprise. Mais regardez, aujourd'hui, quand vous êtes dans le privé, vous pouvez décider de rester dans l'emploi jusqu'à 70 ans. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, ceux qui sont volontaires pour rester jusqu'à 70 ans, ils le peuvent déjà. Donc, il n'y a pas de débat sur le sujet. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Donc, retraite progressive, si on devait parler de pré-retraite, ce que nous connaissions avant 2000, il faudrait peut-être qu'on parle de 58 jusqu'à 62, déjà, pour commencer. Donc ça, c'est vraiment votre ligne rouge dans la négociation sur si elle se rouvre sur les retraites. Est-ce que là, il va y avoir dans la niche parlementaire du Rassemblement national, le RN va mettre en avant l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous allez appeler à voter cette niche? Alors là, je reprends ce que disait votre interlocuteur avant, libre et indépendant. Je n'appelle jamais à voter pour les uns ou contre les autres, quelle que soit l'élection. Je ne l'ai pas fait pour les législatives ou pour les élections européennes. Maintenant, certains ont été élus en mettant dans leur programme abrogation de la réforme des retraites. Je pense que ceux qui ont été élus sur ce sujet ne devraient pas se poser de questions et voter l'abrogation de la réforme des retraites. Voilà, donc finalement un front MFP-RN, c'est finalement ce qui vous semble le plus cohérent si on prend effectivement je reprends les arguments de leur programme et ce sur quoi ils ont été élus. C'est un vrai marqueur. Nous avons eu un meeting FO samedi à Paris avec plus de 2000 militants qui sont là. Je me déplace beaucoup. Pour les travailleurs, il y a leur pouvoir d'achat et les salaires. Mais tout de suite après, abrogation de la réforme des retraites. 64 ans, c'est toujours non. Et qu'est-ce qui est, si 64 ans, c'est vraiment le marqueur, sur quoi dans la discussion vous pouvez discuter davantage pour remodeler et… Alors,
peut-être améliorer Alors, cet accord. Améliorer, on ne va pas faire de l'aménagement de peine. Pour nous, la réforme doit être abrogée, c'est 64 ans, mais il y a tout un tas de sujets. Vous avez 21 700 salariés, 749 exactement, qui ont leur trimestre de cotisation et qui ne peuvent pas liquider leur retraite puisque chez nous, il faut passer les deux plafonds. Votre nombre de trimestres et l'âge. Eh bien, pour certains d'entre eux, ils ont été licenciés pour inaptitude. Ils ont les trimestres pour liquider leur retraite, mais on leur dit, ben non, il faut vous inscrire à l'assurance chômage jusqu'à ce que vous ayez l'âge de départ. 21 700 à l'assurance chômage, 408 millions d'euros, ça coûte. Eh bien, ceux-ci, si on leur disait, ben, vous pouvez liquider votre retraite, 408 millions d'euros gagnés sur l'assurance chômage. Et des sujets comme ça, on peut en trouver plein. Oui, donc en fait, ça coûterait pour vous moins cher de les payer. Qu'ils soient en retraite. Qu'ils soient en retraite plutôt qu'en chômage. Plutôt qu'à l'assurance chômage. Et puis, terminer votre carrière à l'assurance chômage ou aux minima sociaux, c'est une très mauvaise idée. Pour la cohésion sociale de la République, c'est une très mauvaise idée. Et le sujet des finances publiques, ça vous inquiète justement? Le sujet des finances publiques, à l'époque du quoi qu'il en coûte du président de la République, nous disions déjà, il ne faut pas que la facture soit présentée aux travailleurs. C'est ce qu'on est un petit peu en train d'entendre parler. Elle peut être répartie, on essaie d'en trouver un petit peu... un petit peu chez les uns ou chez les autres. Ça s'appelle un budget d'austérité. Pour le coup... On n'aura pas le choix. Moi, je pense qu'il y a d'autres possibilités que celle-là. Regardez sur les dépenses de ces 21 749, déjà, c'est moins de dépenses. Donc, dans le prévisionnel, on peut arriver à trouver des solutions. Et puis, il y a conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Et ce que je peux souligner, l'exécutif sous Michel Barnier est en train de changer de doctrine en disant on ne parle plus seulement de dépenses. Maintenant, on regarde aussi du côté des recettes. Eh bien, du côté des recettes, les impôts sur la surtaxe, les surtaxes et le patrimoine aussi, réduire le nombre d'allègements de cotisations. Donc, ça paraît aller dans le bon sens, même si du côté des organisations syndicales, notamment de la mienne, c'est pas assez. Mais voilà, à Force ouvrière, on n'est pas contre les aides publiques aux entreprises. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une conditionnalité. Je voulais vous interroger justement sur l'affaire Sanofi et Doliprane, donc la vente, la cession de l'activité au Pélin. Il n'y a pas seulement Doliprane, mais c'est évidemment le plus emblématique. Qu'est-ce qui est prioritaire selon vous, la garantie de l'emploi et la production en France, et donc le maintien vraiment du nombre d'emplois par le repreneur, ou alors la nationalité du repreneur ou de l'entreprise qui les fait travailler? Aujourd'hui, ce qui est prioritaire, c'est notre souveraineté pharmaceutique. Oui, mais elle n'est pas en risque finalement si on regarde le Doliprane, parce qu'il y a d'autres usines, il y a UPSA qui se propose. C'est quelque chose qu'on sait faire. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on sait faire. Je vous rappelle, le Doliprane, quand Sanofi n'a pas trouvé de vaccin, le président de la République nous avait vendu ce médicament comme étant l'alpha et l'oméga pour nous sauver de la pandémie. Aujourd'hui, que l'État décide de rentrer au Conseil, mais seulement à 2%, à 2%, ça s'appelle de la communication. Vous ne ferez pas plier ni Opelia, ni le fonds de pension américain à 50%. Donc, ce qu'il faut, c'est la souveraineté de nos emplois en France. Mais si on leur met justement des clauses comme quoi les emplois doivent rester en France et il ne doit pas y avoir de licenciement, c'est-à-dire en termes de nombre, on reste au même nombre. Que ce soit un fonds de pension américain ou finalement une entreprise française, aujourd'hui, si Sanofi vend, c'est parce qu'ils veulent plus se concentrer sur la recherche. Parce que le Doliprane, c'est quelque chose qu'on sait faire et c'est pas comme ça qu'on va trouver les fonds doivent être utilisés justement pour la recherche, par exemple, contre le cancer. Alors, encore une fois, conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Je rappelle comment a été créé Sanofi il y a des dizaines d'années.
c'est la sécurité sociale qui a dit il faut qu'on ait notre souveraineté. Et c'est comme ça que nous avons créé Sanofi. Aujourd'hui que Sanofi décide pour prendre 16 milliards de revendre 50% d'Opelia, c'est une mauvaise idée. Maintenant, si on a des garanties sur l'emploi, la souveraineté pharmaceutique et tout cela, nos syndicats continueront de travailler chez Opelia et faire ce qu'il faut. Et sur un mot peut-être général sur la méthode Barnier et sur est-ce que vous voyez des mouvements sociaux à venir? Est-ce qu'il y a une grogne en ce moment? Alors la grogne, elle est sourde. On n'entend pas. On ne l'entend pas, mais elle a été dans les urnes. La politique économique menée depuis 7 ans, quand on nous parle des finances publiques aujourd'hui, nous l'avions dénoncé les uns et les autres depuis au moins 3 ans en disant « vous allez trop loin ». Vous allez trop loin sur le quoi qu'il en coûte et le reste. À un moment ou à un autre, vous allez présenter la facture et il ne faut pas présenter la facture aux travailleurs. Le fonctionnement Michel Barnier, il redonne la place qui est la sienne à la négociation collective, il change de doctrine sur les recettes et notamment sur les impôts. À Force ouvrière, on est pour l'impôt progressif, que tout le monde en paye. Et plus on gagne, plus on en paye. C'est aussi comme cela que nous avons... Mais que tout le monde en paye, ce n'est pas forcément le cas pour le moment pour l'impôt sur le revenu. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est ce que je vous dis. Impôt sur le revenu, il faut qu'on arrive à revenir sur ce consentement à l'impôt. Consentement à l'impôt, tout le monde veut plus de services publics au plus près, mais comment est-ce qu'on les finance? On les finance par l'impôt. Et l'impôt progressif, l'impôt sur le revenu progressif... Et tout le monde doit payer sa part d'impôt, même... C'est l'impôt le plus juste. Regardez la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. L'un ou l'autre, quand nous allons acheter un produit, on va prendre 20%, mais si vous êtes au RSA, c'est aussi 20%. C'est l'impôt le plus injuste. CSG, CRDS... sur nos revenus, 9,2% sur tout ce que l'on gagne. Sur les plus précaires, c'est une bêtise. Mais est-ce que l'impôt progressif, est-ce que même les plus petits revenus doivent payer une part d'impôt sur le revenu symbolique? Oui, c'est ce que je dis et c'est ce que nous disons à Force ouvrière. L'impôt sur le revenu en fonction de ce que nous gagnons. Et donc impôt progressif et retraite progressive aussi, j'ai noté. Merci beaucoup Merci à vous. Frédéric Souillot d'avoir été notre invité. À tout de suite dans Ecorama.